Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end, au sommaire de l'actualité au Burundi. L'heure est aux réactions après l'annonce surprise du président Pierre Nkurunziza. Le chef de l'État promet de ne pas briguer un mandat en 2020. Les Burundais saluent cette décision, mais restent toutefois sceptiques. Passation de pouvoir au sein de la Cour constitutionnelle au Bénin. Ancien garde des Sceaux, Joseph Diobénou, a pris ses fonctions de président de la haute juridiction. La cérémonie officielle d'intronisation a eu lieu le jeudi 8 juin. Et puis 3,4 milliards de dollars, c'est la somme qu'atteint le déficit commercial à la fin du mois de mars 2018 en Égypte, une hausse qui s'explique entre autres par le recul des exportations de pétrole brut. Le 7 juin, le président Pierre Nkurunziza a annoncé qu'il ne briguerait pas de nouveau mandat en 2020, une annonce surprenante faite à l'occasion de la cérémonie de promulgation de la nouvelle constitution. Dans le camp du pouvoir, on se réjouit, mais l'opposition qui salue cette annonce émet toutefois des réserves. Ibrahima Djomaba. Au Burundi, le président Pierre Nkurunziza a annoncé le 7 juin 2018 son intention de se retirer de la tête de l'État en 2020 à la fin de son mandat. Cette déclaration a surpris plusieurs Burundais et les observateurs de la crise politique burundaise, d'autant plus qu'elle a été faite en marge de la cérémonie de promulgation de la nouvelle constitution. Certains membres de l'opposition ont bien accueilli cette déclaration. Si cet engagement était respecté, c'est un engagement qui pourra être utile et qui sera d'ailleurs utile pour lui-même, qui sera utile pour son parti et les militants du parti CNDD-FDD, qui sera utile au peuple burundais et à la nation burundaise. Lorsque la plupart des chefs d'État africains arrivent au terme de leur mandat, ils entrent en conflit avec les constitutions, ils émandent les constitutions, ils révisent les constitutions pour se succéder à eux-mêmes. Donc, je ne vais pas entrer en détail sur tout cela, la machine de répression qui est utilisée, mais je prends le bon côté, le côté positif de la déclaration. La crise politique qui divise actuellement le Burundi fait suite au forcing du président Pierre Nkurunziza pour briguer un troisième mandat présidentiel jugé anticonstitutionnel en 2015 par une partie de la classe politique. L'adoption d'une nouvelle constitution le 17 mai 2018 laissait croire que le chef du Conseil national pour la défense de la démocratie, Force de défense de la démocratie, CNDD-FDD, allait briguer deux autres nouveaux mandat à partir de 2020. Les citoyens burundais restent prudents face à ce débat. Il peut y avoir beaucoup de confusion autour de ce débat. Personnellement, je ne pense pas qu'il prépare un plan pour son successeur, mais une autre personne pourrait voir cela différemment. Alors soyons patients et nous verrons en 2020. Le président Pierre Nkurunziza est arrivé au pouvoir en 2005 à la faveur des accords d'Arusha. Il a été réélu en 2010 puis en 2015. Depuis l'annonce de sa candidature à un troisième mandat il y a 3 ans, le pays est plongé dans une spirale de violence. Le conflit qui oppose le pouvoir et l'opposition a fait au moins 1700 pertes en vies humaines et des milliers de déplacés, dont des personnalités en exil. La Cour constitutionnelle a pris ses fonctions ce 8 juin au Bénin, renouvelée comme il est de coutume dans le pays tous les 5 ans. La plus haute juridiction du pays est désormais présidée par l'avocat et ancien garde des Sceaux Joseph Diobénou, une élection qui suscite toutefois des réactions au sein de la classe politique. Lefteounou et Marcel Farba-Maroun. Au Bénin, la 6e mandature de la Cour constitutionnelle est officiellement entrée dans ses fonctions républicaines. Après leur prestation de serment effectuée le 6 juin 2018, les nouveaux sages de la haute juridiction ont pris les charges dans la matinée du vendredi 8 juin 2018. Au lendemain de l'étape de prestation de serment, les membres de la 6e mandature se sont concertés pour élire les membres du bureau de la Cour. C'est l'ancien ministre, garde des Sceaux, Joseph Diobénou, qui préside dorénavant la Cour constitutionnelle. Au moment où nous rentrons en responsabilité, Monsieur le Président, il ne nous échappera pas que la séparation fonctionnelle des pouvoirs ne doit pas être considérée négativement comme une séparation structurelle des émanations ou des incarnations de l'État.
Les 7 sages de la 6e mandature de la haute juridiction assumeront leurs fonctions sur la période 2018-2023. Au terme de l'article 114 de la Constitution, leur rôle est de contrôler la constitutionnalité des lois, de garantir les droits fondamentaux de la personne humaine et des libertés publiques. Aussi, doivent-ils réguler le fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics. Maître Diogbenou a démontré à plus d'un titre qu'il a une passion pour notre pays, il a une passion pour le développement de notre pays, il a une passion pour des questions de droit, il a une passion pour des questions de justice. Et la Cour constitutionnelle étant l'institution qui régule, que ce soit la chose politique et la chose constitutionnelle dans notre pays, bardée de tous des atouts dont je viens de dénoncer, je pense qu'il pourra être à la hauteur de la tâche et il pourra imprimer une nouvelle marque pour la Cour constitutionnelle dans notre pays. L'élection de l'ancien avocat personnel du président de la République au poste de président de la Cour constitutionnelle suscite de nombreuses réactions au sein de l'opinion publique. Maître Joseph Diogbenou a succédé au professeur Théodore Olo qui a présidé l'institution pendant un quinquennat. Rappelons que le tout nouveau président de la Cour constitutionnelle, Joseph Fifamin Diogbenou, est agrégé des facultés de droit, avocat de renom, ancien député à l'Assemblée nationale et ancien président de la Commission des lois, de l'administration et des droits de l'homme. Il fut également acteur de la société civile. En pleine mutation, le système éducatif et le secteur de l'agriculture dynamisent l'économie de la Tunisie. Ces deux secteurs se sont octroyés des conventions de financement de 600 millions de dinars. Objectif valoriser ces deux domaines clés de l'économie tunisienne. Et c'est au Diamanka Besland. En Tunisie, 2 conventions de financement ont été signées le jeudi 7 juin 2018 à Tunis entre le ministre de l'Investissement, du Développement et de la Coopération internationale, Zied Ladari, et le responsable des opérations de la Banque mondiale pour la Tunisie. Les ministres de l'Agriculture, Samir Betaïb, et celui de l'Éducation, Atem Ben Salem, ont été présents lors de la signature. 610 millions de dinars, c'est la somme globale de ces conventions. Ce financement contribuerait à la modernisation de l'agriculture irriguée, particulièrement dans 7 gouvernorats, Béja, Gendouba, Siliana et Bizerte. Il comprendra environ 3500 agriculteurs. Le développement des projets d'irrigation contribuera nécessairement à améliorer la production, les conditions de vie des populations, les étapes de post-production et à faciliter l'octroi de prêts aux agriculteurs pour développer leur culture. Le premier accord de financement porte sur le soutien de l'enseignement. Il est évalué à 246,734 millions de dinars. Objectif, soutenir l'éducation scolaire, vu l'importance de ce secteur dans la préparation des futures générations. Le deuxième porte sur la valorisation des systèmes d'irrigation dans les régions agricoles d'une valeur de 140 millions de dollars pour dynamiser ce secteur économique. Donc, quand on investit dans l'agriculture ou dans l'éducation, c'est une manière de solidifier la croissance. L'éducation fait partie de l'indicateur du développement humain qui a été créé par Amartya Sen pour les Nations Unies. Il veut lancer un signal positif, dire que maintenant la gabegie c'est terminé, qu'on investit aux bons endroits et au bon moment pour la politique économique du pays, avec des secteurs d'avenir comme l'éducation et l'agriculture qui permettent de renforcer le seuil de croissance et qui permettent de développer le pays de manière autonome. À noter que le taux d'intérêt des 2 projets de financement est estimé à 0,7% et sera remboursé sur une période allant de 26 à 28 ans, dont 6 ans et demi de délai de grâce. En Égypte, le déficit commercial est à la hausse. Il s'est établi à 3,4 milliards de dollars à la fin mars 2018. Un phénomène qui s'explique entre autres par le recul des exportations de pétrole brut. Pétrole qui, dans le même temps, a connu une augmentation de plus de 182% en termes d'importation. Plus de précisions avec Solange Dubois. 3,4 milliards de dollars, c'est le montant du déficit de l'Égypte au mois de mars 2018, une hausse de 6,2% en glissement annuel, tandis que celui-ci se portait à 3,19 milliards de dollars ce même mois en 2017. En cause, des importations qui ont enregistré une augmentation de 4,9% pour atteindre 5,87 milliards de dollars en mars 2018 contre 5,59 milliards de dollars en mars 2017. Les produits les plus importés en Égypte, c'est les produits de consommation assez importants sur lesquels l'économie égyptienne n'est pas très forte. Bon, quand même, on peut être étonné que parmi ces produits qui sont importés, il y a le pétrole brut.
Donc, ce qui voudrait dire que l'Égypte a du mal par rapport à sa production pétrolière et que donc elle devrait quand même voir de ce côté-là ce qu'elle peut faire. Une hausse qui concerne principalement les importations de fer ou d'acier de 22%, ainsi que le blé avec 1,8% et les produits pharmaceutiques 0,3%. Néanmoins, les exportations ont progressé de 4,9%. Elles ont en effet atteint les 5,87 milliards de dollars en mars 2018 contre 5,59 milliards de dollars au mois de mars 2017. Le mois de mars a représenté un mois un petit peu délicat. Mais selon les autorités égyptiennes quand même, les premiers semestres 2018, le déficit commercial pendant cette période-là a connu une baisse de 15,7%. Pour rappel, la Banque centrale égyptienne avait entamé des mesures en 2016, notamment de laisser flotter librement la livre égyptienne après l'avoir dévaluée de près de 47,7%. Objectif, revitaliser l'économie et faire face à la crise monétaire aiguë que traversait le pays, occasionnant une pénurie de dollars et une importante baisse des réserves de change. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.